Il n'est pas possible de construire un fondement au yoga si le mental est agité. La première chose requise est le calme dans le mental. De plus, la dissolution de la conscience personnelle n'est pas le premier but du yoga. Le premier but est d'ouvrir cette conscience à une conscience spirituelle supérieure, et pour cela aussi, un mental calme est de première nécessité. Un mental tranquille ne signifie pas qu'il n'y aura pas du tout de pensées ou de mouvements mentaux, mais que ceux-ci resteront à la surface et que vous sentirez au-dedans votre être véritable, séparé d'eux, observant sans se laisser entraîner, capable de les surveiller et de les juger, de rejeter tout ce qui doit être rejeté et d'accepter et de conserver tout ce qui est vraie conscience et expérience vraie. La passivité mentale est bonne, mais veillez à n'être passif qu'à la vérité et à l'attouchement de la divine Shakti. Si vous êtes passif aux suggestions et aux influences de la nature inférieure, vous ne serez pas capable de progresser, ou bien vous vous exposerez à des forces adverses qui peuvent vous mener très loin du vrai chemin du yoga. Aspirez à ce que la mère vous donne cette tranquillité et ce calme bien établi dans le mental et ce sens constant de l'être intérieur en vous, se tenant à l'écart de la nature extérieure et tourné vers la lumière de la vérité. Les forces qui font obstacle à la sadhana sont les forces de la nature inférieure, mentale, vitale et physique. Derrière elles se trouvent des pouvoirs adverses, des mondes mental, vital et physique subtils. C'est seulement après que le mental et le cœur ont pris une orientation unique et se sont concentrés dans une aspiration exclusive vers le divin que l'on peut lutter avec succès contre ces pouvoirs adverses. La différence entre un mental vide et un mental calme est celle-ci. Lorsque le mental est vide, il n'y a pas de pensée, pas de conception, pas d'action mentale d'aucune sorte, sauf une perception essentielle des choses, sans idée formée. Dans le mental calme, au contraire, c'est la substance de l'être mental qui est tranquille, si tranquille que rien ne la trouble. Si des pensées ou des activités se produisent, elles ne s'élèvent pas du tout du mental, elles viennent du dehors et traversent le mental comme un vol d'oiseaux traverse le ciel dans l'air immobile. Ils passent, ne troublent rien, ne laissent aucune trace. Même si un millier d'images ou les événements les plus violents traversent le mental, sa tranquillité paisible demeure, comme si le tissu même dont il est fait était une substance de paix éternelle et indestructible. Un mental qui a acquis ce calme peut commencer à agir, même intensément et puissamment, mais il conservera sa tranquillité fondamentale, ne produisant rien de soi-même, mais donnant une forme mentale à ce qu'il reçoit d'en haut, sans y rien ajouter du sien, avec calme et impartialité, et pourtant, dans la joie de la vérité et la puissance et la lumière heureuse de la transmission. Il n'est pas indésirable pour le mental de devenir silencieux, d'être libre de toute pensée et immobile, car c'est le plus souvent quand le mental tombe dans le silence que se produise la complète descente d'une vaste paix venant d'en haut, et dans cette vaste tranquillité, la réalisation du soi silencieux qui est au-dessus du mental, partout déployé dans son immensité. Seulement, dès qu'il y a paix et silence mental, le vital du mental essaie de se précipiter pour occuper la place. Ou bien, le mental mécanique s'efforce, dans le même dessein, de soulever sa ronde de pensée, habituelle et triviale. Le sadhak doit avoir soin de rejeter et de faire taire ces intrus,
afin que, au moins pendant la méditation, la paix et la quiétude du mental et du vital soient complètes. Le meilleur moyen de le faire est de garder une volonté forte et silencieuse. Cette volonté est celle du Purusha derrière le mental. Quand le mental est en paix, quand il est silencieux, on peut devenir conscient du Purusha, silencieux lui aussi, et séparé de l'action de la nature. Être calme, ferme, établi dans l'esprit, avoir cette quiétude du mental, cette séparation du Purusha intérieur et de la Prakriti extérieure, cela est très utile, presque indispensable. On ne peut pas être ainsi, calme et fixé dans l'esprit, tant que l'être est soumis au tourbillon des pensées ou au tumulte des mouvements vitaux. S'en détacher, s'en retirer, les sentir séparés de soi est indispensable. Pour découvrir la vraie individualité et l'ériger dans la nature, deux choses sont nécessaires. D'abord la conscience de son propre être psychique derrière le cœur, et ensuite cette séparation du Purusha et de la Prakriti. Car le véritable individu est derrière, voilé par les activités de la nature extérieure. Une grande vague ou mer de calme est la constante conscience d'une vaste et lumineuse réalité. Tel est précisément le caractère de la réalisation fondamentale de la vérité suprême dans son premier contact avec le mental et l'âme. On ne peut pas demander un meilleur commencement ni un meilleur fondement. C'est comme un roc sur lequel le reste peut être bâti. Cela signifie certainement non seulement une présence, mais la présence. Et ce serait une grande erreur d'affaiblir l'expérience par un refus ou par quelques doutes sur son caractère. Il n'est pas nécessaire de définir cette présence, et l'on ne devrait même pas essayer d'en former une image, car elle est infinie dans sa nature. Quoi que ce soit d'elle-même qu'elle ait à manifester ou à extérioriser, elle le fera inévitablement par son propre pouvoir, pourvu qu'il y ait acceptation continue. Il est tout à fait vrai que c'est une grâce qui est envoyée, et la seule manière de répondre à une telle grâce est de l'accepter avec gratitude et en se gardant ouvert, de laisser le pouvoir qui a touché la conscience développer dans l'être ce qui doit y être développé. La transformation totale de la nature ne peut se faire en un instant, elle prend nécessairement longtemps et procède par étapes. L'expérience actuelle est seulement une initiation, une base pour la nouvelle conscience dans laquelle cette transformation deviendra possible. La spontanéité automatique de l'expérience devrait d'elle-même montrer qu'il n'y a là aucune construction du mental, de la volonté ou des émotions. Elle vient d'une vérité qui est au-delà d'eux. Très certainement, le rejet des doutes implique la maîtrise des pensées. Mais la maîtrise de nos propres pensées est aussi nécessaire que la maîtrise de nos passions et de nos désirs vitaux, ou celle des mouvements de notre corps. Pour le yoga, et aussi en dehors du yoga, on n'est même pas un être mental pleinement développé si l'on ne domine pas ses pensées et si l'on n'est pas leur témoin, leur juge et leur maître, le Purusha mental. Il ne sied pas davantage au mental d'être la balle de tennis de pensées déréglées et impossibles à maîtriser que d'être un vaisseau sans gouvernail dans l'orage des désirs et des passions, ou un esclave soit de l'inertie, soit des impulsions du corps. Je sais que c'est plus difficile, car l'homme, étant avant tout une créature de la prakriti mentale, s'identifie avec les mouvements de son mental et ne peut pas subitement se dissocier et se tenir à l'abri des tourbillons et des remous de la tempête mentale. Il
lui est relativement facile de maîtriser son corps, au moins pour une certaine partie de ses mouvements. Il est moins facile, mais encore très possible, d'acquérir par une lutte une maîtrise mentale de ses impulsions et de ses désirs vitaux. Mais s'asseoir au-dessus du tourbillon de ses pensées, comme le yoga tantrique sur la rivière, est moins facile. Néanmoins, cela se peut. Tous les hommes mentalement développés, ceux qui sont au-dessus du commun, doivent d'une façon ou d'une autre, tout au moins pendant un certain temps et pour certains desseins, séparer les deux parties du mental. La partie active, qui est une fabrique de pensée, et la partie calme et maîtresse, qui est à la fois un témoin et une volonté, observant, jugeant, rejetant, éliminant ou acceptant les pensées, imposant les corrections et les changements, le maître dans la maison du mental, capable de l'empire sur soi. Le yoga va encore plus loin. Dans ce domaine, il n'est pas seulement le maître, mais tout en demeurant d'une certaine manière dans le mental, il le dépasse pour ainsi dire et se tient au-dessus ou complètement en arrière et libre. Pour lui, l'image de la fabrique de pensée n'est plus tout à fait valable, car il voit que les pensées nous viennent du dehors, du mental universel ou de la nature universelle, parfois formées et distinctes, parfois informes, et dans ce cas, elles sont façonnées quelque part en nous. La principale occupation de notre mental consiste à répondre soit par un accueil favorable, soit par un refus à ces vagues de pensée, aussi bien qu'aux vagues vitales et aux vagues d'énergie du physique subtil, ou encore à façonner en forme mentale personnelle la substance des pensées ou des mouvements vitaux de la nature force environnante. Les possibilités de l'être mental ne sont pas limitées. Il peut être le libre témoin et le maître dans sa propre maison. La liberté progressive et l'empire sur son mental sont parfaitement dans les moyens de quiconque possède la foi et la volonté d'entreprendre cette conquête. Le premier pas est d'avoir un mental tranquille. Acquérir le silence est le pas suivant. Mais la quiétude doit être là d'abord. Et par mental tranquille, j'entends une conscience mentale au-dedans qui voit les pensées venir vers elle et se mouvoir, mais qui, elle-même, ne sent pas qu'elle pense, ne s'identifie pas avec les pensées et ne les appelle pas siennes. Des pensées et des mouvements peuvent traverser le mental comme des voyageurs apparaissent, venant d'ailleurs, et passent à travers une contrée silencieuse. Le mental tranquille les observe, ou ne prend pas la peine de les observer, mais dans l'un et l'autre cas, il ne devient pas actif et ne perd pas sa tranquillité. Le silence est plus que la quiétude. Il peut être acquis en bannissant totalement du mental intérieur les pensées, en les gardant muettes ou complètement à l'écart. Mais il est plus facilement établi par un influx d'en haut. On le sent descendre, pénétrer et occuper ou entourer la conscience personnelle, qui tend alors à s'immerger dans le vaste silence impersonnel. Tous les mouvements vitaux ordinaires sont étrangers à l'être véritable et viennent du dehors. Ils n'appartiennent pas à l'âme, ni ne sont engendrés par elle. Ce sont des vagues de la nature générale, prakriti. Les désirs viennent du dehors,
pénètre dans le vital subconscient et remonte à la surface. Nous ne devenons conscients du désir que lorsqu'il paraît à la surface et que le mental le perçoit. Il nous semble être nôtre parce que nous le sentons monter ainsi du vital au mental et que nous ne savons pas qu'il vient du dehors. Ce qui appartient en propre au vital, à l'être, ce qui le rend responsable, ce n'est pas le désir lui-même, mais l'habitude de répondre aux vagues et aux courants de suggestion qui, de la prakriti universelle, entrent en lui. Le rejet du désir consiste essentiellement à rejeter l'élément de convoitise en l'expulsant de la conscience elle-même comme un élément étranger qui n'appartient pas au vrai soi et à la nature intérieure. Mais le refus d'obéir aux suggestions du désir fait aussi partie du rejet. S'abstenir de l'action suggérée, si elle n'est pas l'action correcte, doit être inclus dans la discipline yogique. C'est seulement quand le rejet est fait de la mauvaise manière, suivant un principe mental ascétique ou un sévère principe moral, qu'on peut l'appeler suppression. La différence entre la suppression et le rejet intérieur essentiel est celle qui existe entre une maîtrise mentale ou morale et une purification spirituelle. Quand on vit dans la vraie conscience, on sent les désirs hors de soi, venant du dehors, pénétrant de la prakriti universelle inférieure dans le mental et le vital. Dans la condition humaine ordinaire, on ne le sent pas. Les hommes prennent conscience du désir seulement lorsqu'il est là, quand il est entré et qu'il a trouvé en eux un gîte ou un accueil habituel, et par suite, ils pensent qu'il leur est propre et fait partie d'eux-mêmes. La première condition pour se débarrasser du désir est donc d'acquérir la vraie conscience, car il est alors beaucoup plus facile de le chasser que si l'on doit lutter contre lui comme contre une partie constituante de l'être qu'il faudrait rejeter loin de soi. Il est plus aisé de se débarrasser d'une accrétion que d'amputer ce que l'on sent être un morceau de soi-même. Quand l'être psychique est au premier plan, il devient facile de se libérer du désir, car l'être psychique en lui-même n'a aucun désir. Il aspire au divin, le recherche et l'aime, ainsi que toutes choses qui appartiennent au divin ou tendent vers lui. La prééminence constante de l'être psychique aboutit d'elle-même à faire venir à la surface la vraie conscience et à rectifier presque automatiquement les mouvements de la nature. Il faut longtemps pour se libérer entièrement du désir. Mais si une fois vous réussissez à le repousser hors de votre nature et à comprendre que c'est une force qui vient du dehors et enfonce ses griffes dans le vital et le physique, vous pourrez plus facilement vous débarrasser de l'envahisseur. Vous êtes trop habitué à sentir le désir comme enraciné en vous ou faisant partie de vous. Cela vous rend plus difficile de lutter contre ses mouvements et de répudier son ancienne maîtrise sur vous. Il ne faut vous appuyer sur aucune autre chose seule, si utile qu'elle puisse paraître, sans prendre appui principalement, en premier lieu et essentiellement sur la force de la mer. Le soleil et la lumière peuvent être une aide et le seront s'ils sont le vrai soleil et la vraie lumière, mais ils ne peuvent pas remplacer la force de la mer.